a les collègues. Moi, je mets quelque chose en place. Je suis coach des U12. Je décide de faire comme ça. Le coach des U13, il ne fait pas forcément la même chose. Et le coach des U11, il ne fait pas forcément la même chose. Quand j'arrive avec un objectif éducatif de me dire, aujourd'hui, on va travailler sur la gestion de leurs émotions, lui, il me dit, non, moi, je veux travailler mon 2-4-1 pour ce week-end parce que je joue contre le Havre. Et en fait, moi, je ne suis pas dans cette vision-là. Mais comment on fait? En U12? En U12. Totalement. En U12. On en est là? On en est là, réellement, on en est là. Même en U8, U9. Oui, je l'ai vu. Le terrain, je dis... On se retrouve pour une édition spéciale dans le Next Level Podcast avec nos intervenants habituels et un invité qui n'est pas des moindres, Raymond Domenech, président de l'UNECATF. Raymond, j'espère que tu vas bien. Tout va bien, tout va bien. Je suis content d'être reçu par votre chaîne et merci à vous trois, Hakim, Ben et Rémi. Ce que vous faites est génial, je trouve. Ça correspond à ce qu'on essaye de faire un petit peu, nous, l'UNECATF, avec les entraîneurs, c'est aider les autres à grandir, à se développer, à fonctionner. Il y a quelque chose de similaire, pas sur les mêmes générations, mais voilà, merci encore à vous et puis longue vie à la chaîne. Qu'est-ce qui t'a poussé à en savoir plus sur la chaîne, tout simplement? On t'écoute. Je trouve que ce que vous faites est quand même particulier. C'est pas anodin dans un monde où des fois on a l'impression que les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes et de se dire qu'il y a des gens qui prennent sur leur temps, qui s'occupent et qui, même gratuitement, arrivent à monopoliser et à intéresser des gamins. Il y avait quelque chose. Enfin, je veux dire, on parle de social souvent. Ouais. Je veux dire, vous êtes en plein dedans, donc la fonction du sport, le foot comme support pour aider des gamins à grandir, parce que vous ne faites pas que du terrain, vous faites plein de choses à côté. Et moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur tout ce que vous faites, comment vous le faites, comment vous le construisez, comment ça se passe. C'est ça qui nous intéresse, parce que en tant que président du syndicat des entraîneurs, quelque part, vous êtes des entraîneurs, pas dans une structure club, à côté, et vous construisez quelque chose qui ressemble à ce qu'on demande en permanence aux entraîneurs. Faire développer les capacités des gamins, les intéresser, leur donner cette notion de ce que c'est que l'évolution dans la vie et comment on progresse. Je trouve que j'ai fait le truc oui. Vraiment, mais c'est une vraie curiosité parce que j'ai les papiers, on m'a donné les trucs, pour me dire voilà ce qu'ils font, comment ça marche. J'aimerais vous entendre aussi là-dessus. Raymond, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta fonction aujourd'hui? Président, mais j'aime pas ce mot, du syndicat des entraîneurs qui rassemble des milliers d'entraîneurs, éducateurs mélangés, parce que moi je les mets ensemble et il n'y a pas de différence, on s'occupe de faire progresser des gens, quel que soit le niveau, et on est des vrais syndicalistes. C'est-à-dire qu'on débat avec toutes les instances pour l'amélioration des conditions de travail de tous les entraîneurs, que ce soit leur formation, que ce soit leur salaire, que ce soit leurs conditions de travail dans les clubs, tout ce que fait un syndicat dans une entreprise. On essaye d'aider tout le monde à ce niveau-là. Nickel. Moi, la première question que j'ai à poser à nos messieurs qui sont ici, et en particulier à Ben dans un premier temps, ça vient d'où la chaîne? La chaîne, c'est... pour préciser un petit peu l'objet social, c'est une association qui a pour but d'améliorer la qualité de vie des personnes en utilisant l'activité physique comme levier. Alors c'est assez général, c'est assez vaste, mais globalement on sert de la motivation qu'ont les enfants pour le sport pour développer tout un tas d'autres aspects de leur personne. Exemple concret, on a eu le cas d'un enfant qui avait des difficultés à apprendre ses tables de multiplication, parce qu'à l'école ça se passait pas très bien. Donc on a utilisé sa passion pour les frappes pour faire une séance table de multiplication et finition. Donc en fait, au départ, c'était la table de 5 ou de 6, on était avec Rémi, et puis soit tu connais le résultat et tu as le droit d'aller tirer, soit tu connais pas le résultat et tu fais des burpees. Donc la première séance, il fait beaucoup de burpees, parce qu'il nous a pas pris au sérieux en fait. Et il a compris le principe, et sur la séance suivante, il connaissait sa table, parce qu'il adore tirer, et du coup il s'est dit, à chaque fois que je connais un bon résultat, j'ai le droit de tirer 4 ou 5 fois.
Donc pour le coup, il a appris cette table de multiplication en l'espace de 1 mois, alors que sur 2 ans, ses parents avaient des difficultés à pouvoir le faire. Et quelque part, c'est pas qu'on se substitue à l'école, mais on utilise un autre chemin. Parce qu'à l'école, on essaye de les intéresser par un cheminement bien particulier. C'est le même moule pour tout le monde, alors que tout le monde n'a pas les mêmes leviers d'apprentissage. Et le fait est que les enfants aient une motivation pour quelque chose en particulier, à savoir le football, je trouvais que c'était bien de l'utiliser à bon escient pour former des hommes et quelque part aussi les réconcilier avec l'école. Parce qu'on constate aussi qu'il y a beaucoup de petits footballeurs qui sont en décrochage scolaire très très tôt, qui ne continuent pas dans l'enseignement supérieur, qui arrêtent même pour certains juste après le collège. Donc c'était de les réconcilier avec l'école. Une question, Raymond? Oui, vous fonctionnez, vous les rassemblez à un endroit précis. Comment ça se passe? Parce que là, j'entends ce truc-là, c'est-à-dire vous allez piquer un gamin à droite, à gauche, ou il passe par là, tu dis tiens, viens tirer des coups francs. Comment vous faites? C'est pas une structure de club? Non, c'est pas du tout une structure de club, c'est une association sportive, certes, qui est fédérée avec la Fédération Sport pour tous, pour le coup, actuellement, parce qu'on n'a pas de compétition. Les enfants sont simplement sur du développement. À la base, pour être totalement honnête, c'était du foot. C'était des enfants, des athlètes qui avaient envie de se perfectionner en dehors de leur club. Tiens, moi, j'ai du mal avec mon pied gauche, moi, j'ai du mal avec mon pied droit. En club, on est 15 ou 20, on a un seul entraîneur. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire ceci ou cela? Nous, on a été dans des structures clubs et on a eu des joueurs ou des joueuses qui ont voulu aller plus loin avec nous après la séance. Et puis, de fil en aiguille, on développe un aspect, 2 aspects. Et puis, tiens, tu vas écrire tes objectifs sur une feuille. Puis on se rend compte en lisant les objectifs, tiens, il y a une faute d'orthographe tous les 4 mots. Ou qui ne sait pas écrire. Donc c'est difficile. On se dit, bon, il est déjà un peu confus avec ses pieds. Si à l'école, ça ne se passe pas très bien, quelque part aujourd'hui, quelle est la priorité? Est-ce que c'est de faire en sorte qu'il sache faire 50 jongles du pied gauche ou du pied droit? Ou est-ce que c'est d'essayer de l'aider à développer d'autres aspects qui vont lui servir de manière plus tangible dans la vie? Puisque aujourd'hui, être footballeur, c'est bien, c'est un rêve, mais il y a peu d'élus. Et finalement, on a beaucoup plus de chances de trouver un métier. Oui, non, ça c'est la philosophie, je suis d'accord, mais tu ne réponds pas à ma question. Le cadre, c'est quoi concrètement? Tes gamins ou tes parents de gamins, et tu dis, tiens, il y a 3 mecs là qui font des trucs, où, comment, dans quelles conditions? Concrètement, il y avait pas de... On ne fait pas de recrutement. C'est les enfants et les parents qui sont venus à nous. C'est vrai que c'est né pendant le Covid. En fait, il y avait un besoin pendant le Covid. Le confinement a fait que les clubs n'avaient plus d'activité régulière. Il n'y avait plus de compétition. Donc au départ, on a 3, 4, 5, 6, une dizaine d'athlètes qui veulent simplement se remettre en forme et garder la forme. Et puis, de fil en aiguille, on commence à avoir un enfant. Son père nous dit, lui, son problème, c'est qu'il est timide. Ah bon, tiens, on va essayer quelque chose. On a essayé le théâtre. Voilà. Donc on développe un peu le théâtre. Ça se passe bien avec lui. Le parent, il en parle à son copain qui est dans le même club. Et puis, de fil en aiguille, le bouche à oreille a fait son boulot. Il y a un enfant qui sait faire de la corde à sauter. Le papa d'à côté, il dit, mais comment ça se fait que ton enfant, il sait faire de la corde comme ça? Il a un coach. Et ainsi de suite. Ça s'est fait comme ça. On n'a pas eu besoin de faire de site internet, d'aller démarcher, de toquer à droite et à gauche. La main courante, derrière la main courante, c'est une véritable société. Donc, les gens se parlent. Puis les numéros transitent et puis ça s'est fait comme ça, quoi. On voit que la base, elle est sportive avant tout. Ce qui nous rassemble, c'est le football, bien sûr, comme dans toutes les structures. Est-ce que, pour revenir sur l'aspect sportif, Rémi, tu peux nous parler un peu de ce qu'est la séance diagnostic? On a des adhérents qui sont à la Fédération Sport pour tous, du coup, et ils ont 2 séances par semaine. Donc ils viennent sur des endroits précis, type futsal, on a ce terrain tel jour, et du coup ils viennent et ils ont des séances individualisées. Pour pouvoir faire ces séances individualisées, on fait en premier lieu ce qu'on appelle une séance diagnostique. Donc là, l'enfant il vient pour la première fois, et moi en 2 heures, ma mission c'est de connaître le gamin aussi bien que son coach qu'il a depuis 1 an ou 2 ans. Donc il y a une batterie de tests sur différents piliers, donc technique, physique, cognitif. Donc il y a des tests style jonglerie, conduite de balle, contrôle passe, le gelon. C'est toujours adapté en fonction de l'âge. Voilà, un U6, on ne va pas lui demander la même chose qu'à un senior. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces tests techniques, on fait les tests physiques. Et enfin, on passe à un petit entretien avec le joueur et avec les parents. Et à la suite de ça, on leur envoie un PowerPoint qui résume l'ensemble de leur activité, avec une petite notation sur tous les critères et des objectifs à moyen et court terme qu'on va chercher à améliorer chez lui sur les prochaines séances. Et ce diagnostic, il est envoyé aux différents coachs de l'asso. Et du coup, quand on a un gamin qui vient de faire la séance diagnostique, le coach il regarde le diagnostic, aujourd'hui on va travailler là-dessus, demain on travaillera plutôt là-dessus, etc., etc. Et ce diagnostic, il est remis à jour
en tout ou partie, tous les 6 mois, tous les 1 an, pour vérifier la progression et qu'il y ait bien les résultats qu'on a promis, entre guillemets, aux parents, quoi. Il y a un vrai problème d'emploi du temps de ceux des gamins et les vôtres. Comment vous fonctionnez? Alors, il y a tous les enfants ne font pas 2 séances. Il y a 1 ou 2 séances par semaine. Ça va dépendre de l'emploi du temps. Et puis, des fois, il n'y en a pas. Il n'y a pas de séance dans la semaine parce que ils ont un planning chargé, parce que l'école, et peut-être qu'il y a des devoirs ce jour-là, donc il ne peut pas venir à la séance. Il n'y a pas d'obligation d'assiduité. Il se peut aussi que des enfants aient des tournois le samedi et dimanche avec leur club. Donc, il y a des jeunes qu'on peut ne pas voir pendant 1 mois, par exemple, de ce fait-là. Donc, ça se fait en fonction de leur emploi du temps à eux. Combien de séances ils ont dans leur club? Parce que dans les grosses structures, il y a des enfants qui ont 4 séances semaine. Dans les plus petites structures, il y a des enfants qui ont 1 à 2 séances semaine. Donc forcément, celui qui a 1 ou 2 séances dans sa semaine de club, il va être amené à venir 2, voire peut-être 3 fois avec nous, si jamais sa séance est annulée, ce qui arrive régulièrement. Donc voilà comment ça fonctionne de leur côté. Nous, de notre côté, on a 3 créneaux potentiels, c'est le lundi, le jeudi et le dimanche. Parce que c'est les jours qu'on a identifiés, qui sont généralement les jours de repos. Ouais. On est soit libre le lundi, soit libre le jeudi. Le dimanche, en général, Les petits jouent le samedi en je général. joue le samedi après-midi. Donc en fait, c'est vraiment individualisé en termes de qualité. Ça veut dire, voilà, ce gamin-là, il aura une séance. Son frère, par exemple, de 2 ans plus jeune, il n'aura pas la même séance. Et c'est aussi individualisé en fonction de l'emploi du temps. Oui, tu me dis individualisé, mais si vous avez 20 gamins qui arrivent, vous faites comment? Eh bien, par exemple, sur le créneau du dimanche, on imagine que tous les gamins qui sont abonnés, entre guillemets, ils viennent. Donc on a 45, c'est ça? On a 5 coachs en général, 4, 5 coachs. On fait 3 vagues. 3? Ouais, 3 vagues. Donc, 3 vagues, 3 ouais. il y a un créneau à 10h, un créneau à 11h15, un créneau à 12h30, un créneau à 13h30. En fait, il n'y aura jamais plus de 5 joueurs par coach. Jamais, il n'y a jamais 5, c'est toujours 2, 3. Voilà. On les range par groupe de besoins. Ça veut dire que, par exemple, une fille de 14 ans qui fait du foot depuis 1 an, par exemple, elle va avoir les mêmes besoins en jonglerie qu'un gamin qui est né en 2015, donc qui est beaucoup plus jeune. Mais par exemple, sur l'exercice d'après, l'exercice de frappe, ils ne seront pas ensemble parce qu'elle tire déjà beaucoup plus fort que le petit. Donc voilà, donc c'est hyper adapté en fonction de leur capacité physique, technique, et même au niveau de l'emploi du temps. Quand on a des gamins qui s'entraînent 4 fois la semaine, des fois, ça leur arrive de faire 2 séances, mais une séance technique, par exemple, et une séance où on fait de la récup. Étirement, sophrologie, raconter ton match. Voilà, il n'y a rien de fatigant, entre guillemets, si on voit que la séance, elle est bien, la semaine, elle est bien chargée déjà. On a même des gamins en centre de formation, donc ceux-là, ils viennent une seule fois la semaine, et leur séance hebdomadaire, elle est absolument pas physique, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils font de la souplesse ou de la vidéo. C'est ça, un retour sur leur semaine, ils nous Je veux racontent. dire, tes réponses m'appellent d'autres questions, parce qu'il y a des mots qui m'accrochent. Abonné. Tu m'as dit le nerf de la guerre. Ils sont abonnés, c'est-à-dire? Donc c'est un abonnement annuel et ils payent mensuellement. Tu as parlé d'individualisation, je me permets. Là, on voit qu'on est dans du supplément à la performance et non pas de l'entraînement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce terme-là, supplément à la performance, et comment ça se décante lors des stages, par exemple? Alors, Moi, je rajoute un élément à la question. Comment vous faites avec les entraîneurs des clubs? Alors, c'est un vaste sujet. Pour compléter un petit peu le propos de Rémi, les familles payent un abonnement qui permet en fin de compte de pouvoir financer le fonctionnement de l'association, à savoir leurs équipements, à savoir le matériel. On fonctionne avec beaucoup de matériel. Vous fournissez les équipements? Exactement, on fournit les équipements. Et du matériel qu'il n'y a pas en club. Voilà, on pourra en parler tout à l'heure, mais il y a... voilà. De matériel. On a une machine à ballon, par exemple, qui a été financée par les adhérents. Ils ont tous un magnifique pull. Ils ont un t-shirt, ils ont un short, voilà. Et au fur et à mesure, on les alimente avec du matériel. Mais par rapport à la question de comment on fait avec les entraîneurs de club, ça a été très difficile au début parce qu'on a été un petit peu, disons, diabolisés. Oui. Dans le sens où... C'est une séance supplémentaire, donc ils vont être fatigués, donc ils vont se blesser, etc. Et donc quand un gamin se blesse et qu'il est avec nous, c'est forcément notre faute. Ouais. Or, on n'a pas forcément... Alors, je parle pas pour tous les clubs et tous les coachs, parce qu'il y en a avec qui ça se passe très bien. On discute, on échange. Ok, lui, tu peux l'envoyer même aujourd'hui. Voilà, il a besoin de ça, il a besoin de ça. Parce que lui, il a un œil vraiment toutes les semaines sur le match. Donc, on peut lui faire progresser sur vraiment ce dont il a besoin. D'autres clubs ou d'autres coachs, par contre, on a moins de discussions avec eux. Et il n'y a pas forcément toujours une volonté de savoir ce qu'on propose aussi. Voilà, on a vraiment dû aller vers les clubs, leur dire, ok, on fait de la sophrologie, on fait du théâtre, on fait ci, on fait ça. On fait pas que des tours de terrain et du contrôle passe. Vous faites pas de tour terrain, j'espère.
Non. Vraiment, surtout on est centré sur les enfants de 6 à 13 ans. Oui. Et du coup, les 70%, je vais dire, c'est de la technique. 10% de physique. Et les 10 derniers pourcents, c'est éducatif, on va dire. Quand on parle de physique, c'est moteur, c'est apprendre à poser ses pieds, Vitesse de réaction, prise d'information. la coordination, etc. La corde un peu. Très peu de travail d'endurance pur et dur, aucun travail quasiment. Aucun travail d'élastique, aucun travail de force. Enfin, voilà, pour cet âge-là, ça sert à rien de toute façon. Donc, c'est même dangereux. Donc non, 70% vraiment technique. Complètement. Après, le problème qu'on peut avoir avec les clubs, des fois, c'est un problème d'ego. C'est-à-dire qu'on se dit, quelque part, si l'enfant il va chez vous, ça veut dire que nous, on bosse mal, ça veut dire qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il fait chez nous. C'est pas à prendre de ce point de vue-là, parce que en fait, on ne fait pas la même chose. Le coach en club, il a 12 à 20 gamins, il n'est pas en capacité de pouvoir traiter le gamin dans sa singularité. C'est-à-dire qu'il va proposer un cadre dans lequel l'enfant va s'adapter. Et nous, on s'adapte à l'enfant, en fait. On fait l'inverse. Pour justifier ça, vous avez quoi comme formation, vous? Alors, moi, j'ai une licence STAPS, un BPGEPS, un BMF, une licence en langue étrangère appliquée qui n'a rien à voir, mais qui permet aux enfants, sur l'aspect scolaire, de pouvoir les aider. Ça nous a beaucoup aidé. J'ai un bachelor en communication qui me permet de communiquer correctement avec les parents, notamment, ou avec les clubs. Moi, j'ai un master MEF, du coup, et le concours de prof de PS. Et un master entraînement et optimisation de la performance sportive, donc prépa physique. Et voilà, j'ai passé des débuts des diplômes d'entraîneur, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que je me suis rapidement tourné vers cet entraînement individuel. Mais c'est un projet, bien sûr, d'aller vers ces diplômes fédéraux malgré tout, parce que ça apporte une autre façon de penser. Surtout une légitimité. Exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Totalement. Et pour ma part, pareil, licence TAPS, BMF, on a baigné dans le football depuis qu'on est enfant et on a fait nos classes avec Monsieur Ben ici présent, donc voilà, tout simplement. L'idée, elle est venue comment? Comment c'est parti? Comment vous, tout d'un coup, vous vous êtes dit, tiens, on peut le faire. Vous étiez dans des clubs, pourquoi pas rester dans les clubs et le faire dans un club? En plus, pourquoi être parti? Parce que déjà, être dans un club, c'était se fermer l'accès à plein d'enfants. Parce que ça aurait été forcément réservé aux enfants de ce club-là. Il y a une réflexion qui est commune aussi, c'est que tout le monde était dans un club un petit peu éparpillé à droite et à gauche. Et tout le monde avait envie de mettre quelque chose en place, mais n'était pas dans la capacité de pouvoir le faire, puisque c'est la direction du club qui décide de ce qu'on fait. Et finalement, on se rendait compte que dans les différents clubs dans lesquels on était, il y avait un projet de résultat le week-end, mais il n'y avait pas spécialement de projet éducatif, et que le résultat primait sur le développement de l'enfant. Et moi, ce n'était pas une vision qui me plaisait. Et pour le coup, je ne vise pas un club en particulier, puisque la plupart des clubs dans lesquels j'ai été, c'était le cas. Exemple concret, j'ai un enfant qui a fait une bêtise à l'école le mercredi. Et cet enfant-là, il est dans une école qui travaille en collaboration avec le club. Voilà, moi, je demande à mon responsable, qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant qui a fait une bêtise à l'école? Est-ce qu'il y a une sanction? Est-ce qu'on discute avec lui? Est-ce qu'on fait quelque chose? Moi, ce qu'on me répond, c'est « tu joues qui ce week-end ?» Et du coup, je me dis « mais on s'en fiche de qui je joue ce week-end. Il a 13 ans. Je veux dire qu'on gagne ou qu'on perde ce week-end. Ça ne va pas changer la face du globe, réellement. » Et cette vision-là, moi, elle me dérangeait. Et je n'ai pas trouvé, en l'occurrence, de club qui me permettait d'être aligné sur cette vision-là, ou du moins pas de club qui ait des ambitions sportives et éducatives. Parce qu'on retrouve ce genre de valeurs, mais en général dans des clubs très sociaux, voilà, où les enfants, ils viennent, ils sont contents, ils ont le goûter, ils ne sont pas spécialement doués pour cette activité-là. Et là, on s'axe sur des choses qui sont plus éducatives. Mais dans les clubs dits élites, on a du mal à retrouver ce cadre-là de développement de l'enfant. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas créer une structure qui va permettre aux enfants de pouvoir se développer, puisque on est là depuis des années à se plaindre de comment nos clubs fonctionnent. Pourquoi pas faire quelque chose qui pourrait permettre et ensuite collaborer avec les clubs qui vont dans cette vision, puisqu'on collabore maintenant avec des clubs qui nous envoient des joueurs parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas en capacité de le faire. Et voilà, nous, on sait que vous êtes capable de faire ça, que vous faites des stages qui sont axés sur le développement de l'enfant, et finalement, on finit par s'y retrouver. Est-ce que votre opération est reproductible? Oui, bien sûr, elle est reproductible à n'importe quel endroit. Et en fait, à partir du moment où il y a des clubs, il y aura le besoin de faire des séances supplémentaires ou un travail éducatif individualisé, en fait. Et par rapport au club, en fait, pour moi, on n'est vraiment pas en concurrence. Ça veut dire que nous, on n'existe pas sans les clubs. Quand j'ai expliqué ce que c'était que le diagnostic, j'ai pas parlé de la tactique. Parce qu'il est tout seul, le joueur, en séance.
Je peux pas savoir comment il se déplace entre les lignes, comment il va caler son adversaire si c'est un 9. Je peux pas savoir tout ça. Et du coup, ce qu'on va travailler en séance, ça doit nourrir ce qu'il va faire lui en match avec le club. Donc on est vraiment on est censé être en partenariat. Nous, on ne peut pas exister sans les clubs. Et les clubs, à mon sens, devraient se servir de nous pour améliorer, optimiser leurs joueurs de manière individuelle pour ensuite que ça se voit sur le collectif. En gros, c'est typiquement pas le genre de structure qui va chercher à avoir des gros groupes d'entraînement pour pouvoir reproduire ce qu'on va retrouver le dimanche, etc. Si on voulait 120 joueurs, je pense qu'on les aurait. C'est pas le problème. Là, 45, c'est parce qu'on veut bien s'en occuper. On veut bien s'en occuper et faire dans la qualité. Mais vous le faites à titre bénévole. Oui. Les subventions, vous avez... C'est la première année qu'on a des subventions de la ville, non pas de la ville, mais de la région La plutôt. région, ouais. On a des subventions de l'État, de l'Agence nationale du sport qui nous subventionne. On a des appels à projets avec notre fédération sportive qui nous permettent de mettre en place des projets. Là, cette année, on a mis un projet qui s'appelle « Un mois, une nouvelle pratique », par exemple. Donc, chaque mois, les jeunes découvrent une nouvelle pratique sportive. On a fait tennis de table, boxe, gymnastique. Et associé à la découverte de cette nouvelle pratique, il y a un rendu théorique à faire. Alors, soit c'est une interview face caméra dans laquelle l'enfant va travailler son éloquence. Voilà, qu'est-ce que tu as retenu de la boxe? J'ai retenu que Mohamed Ali, etc., etc. Soit on va lui faire gratter le papier. Qu'est-ce que tu as retenu de l'activité tennis de table? Derrière, on va aller corriger un peu les fautes d'orthographe, on va aller corriger la manière dont il bafouille et ainsi de suite. Et on arrive à amener ça en se disant, demain, tu veux être professionnel. Regarde Mbappé, il parle bien devant la caméra. Si tu veux parler comme ça, il va falloir qu'on travaille. Et du coup, on développe d'autres aspects qui vont lui permettre de se développer dans la vie, même s'il n'est pas footballeur. S'exprimer correctement ou savoir écrire correctement, ça lui servira toujours. Donc finalement, en fait, nous, on a besoin des clubs parce que c'est la motivation que l'enfant a en club qui va nourrir son besoin d'aller s'exercer ailleurs. Oui, mais dis-moi, tu as été dans un club, vous avez été dans des clubs. Oui. Qu'est-ce qui vous aura empêché de faire dans le club ces trucs en plus et de prendre des gamins en disant tiens, demain je peux m'occuper de toi, on peut faire quelque chose en plus? Alors attention, cette vision-là, on l'a déjà eue, et on a notamment beaucoup exercé ensemble dans un même club. Et il y a quelques années, il y a 3, 4, 5 ans, on ne va pas forcément citer le club, on a changé énormément de choses. Maintenant, il faut savoir qu'on est toujours à un moment donné limité par la direction. C'est-à-dire que le club dans lequel on était n'était pas forcément dans une optique de compétition. Cela étant dit, dès lors qu'on n'a pas la main mise en fait sur le projet éducatif, sur le projet sportif, déjà on est cantonné à un seul club encore une fois, et on ne pourra pas changer globalement la structure. Puis il y a les collègues. Moi, je mets quelque chose en place. Je suis coach des U12. Je décide de faire comme ça. Le coach des U13, il ne fait pas forcément la même chose. Et le coach des U11, il ne fait pas forcément la même chose. Quand j'arrive avec un objectif éducatif de me dire aujourd'hui, on va travailler sur la gestion de leurs émotions, lui, il me dit non, moi, je veux travailler mon 2-4-1 pour ce week-end parce que je joue contre le Havre. Et en fait, moi, je ne suis pas dans cette vision-là, mais comment on fait? En U12? En U12. Totalement. En U12. On en est là? On en est là, réellement, on en est là. Même en U8, U9. Oui, je l'ai vu. Sur quelques terrains, On en est réellement là, donc elle est là la problématique. C'est que forcément, moi, dans mon club, quand je dis à mon responsable, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait pour cet enfant? Il me dit, tu joues qui ce week-end? Il y avait tout dans la réponse. C'est-à-dire que... Tu t'occupes pas de ça, quoi. Ouais, passe à autre chose. C'est pas la priorité pour eux. Voilà. Après, encore une fois, il y a aussi question de moyens humains et financiers. Voilà, tu es coach U14, tu as un groupe de 22, 23 à 25 joueurs, tu peux pas faire ce que nous, on va proposer. C'est pas possible. Et c'est pas critiquer le club, etc. Moi, si j'étais coach U14, je pourrais pas faire ce qu'on fait. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et oui, tu es dans du collectif, en plus, tu as un groupe de 20. Et ce qui est fait en club, le travail tactique, etc., le joueur en a besoin, dans tous les cas. Donc ça doit vraiment être complémentaire. Il y a un peu aussi cette dynamique qu'on a à l'école. À l'école, il y a les élèves qui sont devant, qui écoutent et qui prennent des notes. Et il y a les élèves qui sont au fond et qui n'écoutent pas vraiment et qui ne prennent pas de notes. Et le prof est toujours en train de se dire c'est dommage, si je n'avais pas les élèves du fond de la classe, ce serait une heure beaucoup plus appréciable. Et finalement, en club, on a quand même ce phénomène parce que il y a des enfants qui font du foot parce que c'est les copains. Tu récupères ceux du fond de la classe ou... Non, en fait, les deux. même dans un club, on a
On a celui qui vient pour s'entraîner correctement et qui a envie d'apprendre des choses. Et on a ceux qui sont là parce que les copains font du foot, parce que c'est bien de faire du sport, parce que les parents les ont mis là. Et résultat, on ne peut pas forcément aller dans le sens de ce qu'on veut faire. Nous, avec les enfants qu'on a, c'est tous une démarche individualisée. Les parents sont volontaires. Donc quand on dit aux enfants, aujourd'hui, on va faire de la relaxation, il n'y en a pas un qui dit « Oh non, moi je ne fais pas ça » ou qui perturbe. Ils sont tous volontaires et du coup, on avance beaucoup plus vite que dans les clubs. Est-ce qu'ils savent le programme à l'avance? Non, ils ne savent pas le programme. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire. Ceux qui font de la sophrologie le savent parce qu'ils ont un programme, ils ont un planning. Ils savent qu'ils vont avoir une séance 1 semaine sur 2 avec la sophrologue pendant tant de temps et ils avancent avec la sophrologue. En ce qui concerne le planning technique, souvent c'est d'une séance à l'autre. Lundi, on leur dit ce qu'ils vont faire jeudi on leur dit ce qu'ils vont faire dimanche, mais ils n'ont pas la planification sur 4 à 6 mois parce qu'en plus à cet âge-là, tout change très vite. Mais est-ce qu'ils acceptent facilement de faire, on parlera peut-être du théâtre, de faire autre chose parce qu'ils viennent, c'est pour le foot. Oui. Au départ, c'est parce qu'ils veulent mieux centrer du pied gauche, mieux faire des trucs, et ils s'imaginent qu'en répétant, ils y arriveront mieux. Et vous les embarquez, tu dis, va faire de la sophrologie, va faire du théâtre, on va faire de l'écriture. Comment vous faites pour faire passer ce message? Alors, c'est simple. Il y a aussi des red flags, avec 1000 guillemets, à identifier lors des entretiens, notamment lors des séances diagnostiques. C'est-à-dire que... Des red flags, c'est-à-dire en gros des signaux. Des signaux d'alerte. Des signaux d'alerte. Pour éviter les anglicismes, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. En gros, voilà, typiquement, pour en gros tout de suite analyser et être alerte lorsqu'un parent va être, entre guillemets, encore une fois, toxique pour la progression de l'enfant. Tous les enfants et tous les parents, toutes les familles ne sont pas acceptés au sein de l'association. C'est-à-dire que parfois, exemple concret, Rémi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, notamment lors d'une séance diagnostique, lors d'un entretien post-séance, comment ça s'est passé? Ça arrive qu'on sente vraiment que c'est le projet du parent, par exemple, de mettre leurs enfants dans la séance. La séance diagnostique, elle est difficile d'entrer, voilà, pour mettre le gamin dans le bain. Et on voit vite ceux qui sont réellement motivés, ceux qui ne le sont pas. Le niveau de jeu rentre peu en compte. Par contre, est-ce que le gamin il a envie d'être là? Et là, par exemple, sur l'exemple précis, le gamin il ne savait pas ce qu'il faisait là, et le père était persuadé que c'était Mbappé. Dans tous les cas, il ne serait pas resté sur le long terme, mais voilà, on ne va pas leur proposer un projet à long terme si on sent qu'ils ne vont pas adhérer à ce qu'on va leur proposer. La sophrologie, le théâtre, s'entraîner pieds nus parfois, ils vont pas adhérer dans tous les cas. Ça nous est aussi arrivé d'avoir des parents qu'on prend, et on a des incidents, voilà, dans les clubs, des disputes, des bagarres entre les parents. Non, on peut pas accepter ça. Et donc, des fois, ça nous arrive de dire à certains parents que non, c'est plus possible. Il ne s'agit pas d'être fort au foot uniquement. On prend pas si vous voulez, il n'y a pas des mauvais et il n'y a pas de déchets. Je veux dire, on jette pas. Non, vous, il n'y a plus rien à faire pour vous. Simplement, on accepte tout le monde avec ses défauts, à condition qu'il ait envie de les corriger. C'est-à-dire que quand un dimanche matin, on se retrouve avec un enfant et qu'on lui demande pourquoi tu es là et qu'il nous dit je sais pas, c'est papa qui m'a forcé à venir, on sait que là, ça va être compliqué. Maintenant, quand le papa dit ouais, c'est vrai, c'est moi, j'ai du mal à m'en défaire, peut-être qu'on peut aller un peu plus loin parce qu'on va travailler aussi avec le parent. Pourquoi tu te comportes de telle manière? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu laisses ton enfant tranquille? Peut-être que je devrais venir à moins de séances, peut-être que je devrais venir à moins de matchs. Et on a réussi, même sur 3 à 6 mois, à avoir des parents et des enfants on a accompagné que les parents, en fait. Et en fait, aujourd'hui, ça leur fait du bien. Les enfants sont contents parce que les parents ne sont plus scotchés à la main courante en train de secouer. Vas-y, tire. Et les enfants sont libérés. Il y a un papa qui nous a dit j'ai remarqué qu'on me dit toujours que mon fils, il est fort, mais moi, je ne le vois jamais quand il est fort. Parce qu'en fait, il est fort quand il n'est pas là. J'ai bien aimé aussi cette chose-là en fait, qui a été développée au sein de la structure au fil des années. C'est d'ailleurs qui est tout de suite à rentrer en compte. C'est ce qu'on a tendance à oublier dans le football, chez les petits, chez les grands, le bon sens. Une question qu'on pose rarement dans les structures, notamment chez les jeunes générations, alors qu'on devrait en fait porter cette interrogation-là, c'est qu'est-ce que je fais si je ne suis pas footballeur professionnel? Cette question-là, elle est tout le temps posée lors des stages vacances, et on a les enfants qui pendant 1 heure, 1 heure et demie, qu'est-ce que je fais si je ne suis pas footballeur professionnel? Comment je vais réussir ma vie tout simplement, selon ma vision à moi? Et cette question-là, on devrait, je pense, la poser plus dans les structures. C'est du bon sens. Cette question-là, elle est posée dans le diagnostic. Dès la première séance, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Il y en a qui ne savent pas, et c'est pas grave, mais on va l'amener à se questionner au moins. Peut-être qu'il sera professionnel, et tant mieux. Mais s'il ne l'est pas,
il y a autre chose à aller voir, à aller chercher, donc on va attiser leur curiosité. Et les critères pour être un bon professionnel sont les mêmes critères que pour réussir dans tout autre métier, en réalité. Donc, si on arrive à les intéresser à Oui, tout mais cela- je veux dire, vous leur, quelque part, vous leur brisez leurs rêves. Je-